j'ai oublié de changer la transition et on va baisser la musique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live recap de NXT, de Dynamite et ASMR ronronnement. J'ai pas réussi à... J'ai pas le cœur de la virer de là quand elle est ici. Ah ma poupou. Bah ouais, tu le sais que t'es chiante. Alors, ça a été deux bons épisodes. Je vais juste vite fait regarder le chat, voir si j'ai pas de problème de son, si j'ai pas de problème de quoi que ce soit, parce que ce serait pénible de s'en rendre compte une fois le live, bien avancé. Bonjour, un petit chat, bonjour à tous, bonjour. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème, et ça, c'est Chevelette. Là. Excusez-moi, je règle les derniers trucs. Ok, super. On va commencer par NXT, si vous le voulez bien. Ça a été mon show préféré, c'est mon show préféré d'une façon générale, ça a été mon show préféré, je vais laisser mon carnet ici. Ça a été mon show préféré aujourd'hui, là, ce matin. Le jeudi, c'est sport, hein. Le jeudi, c'est sport parce que j'ai 4 heures de show à m'envoyer avant le live, donc je suis toujours prêt, ric-rac, voilà, ric-rac. J'ai à présent 75 ans. Le show s'est ouvert sur un match du premier round du tournoi du Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament, parce que voilà. J'ai beaucoup aimé ce match. Donc entre Austin Theory et Johnny Gargano qui est un de mes catcheurs préférés, peut-être mon catcheur préféré si on compte toute la WWE, contre Kushida et Leon Ruff. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce match, c'est que tous les catcheurs ont pu exprimer... Ils avaient un rôle, je ne vais pas dire une niche, mais ils avaient un style et ils ont tous pu exprimer complètement le style dans lequel ils catchent. C'est-à-dire que Austin Theory, c'était le powerhouse, c'était le costaud du match. Gargano, c'est le je vais dire technique arrogant, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'il est sûr de gagner. Sur le papier, c'est le meilleur des 4. Mais il n'y a que sur le papier que c'est le meilleur des 4. Kushida, il est très impressionnant, Kushida. On n'a pas souvent l'occasion de le voir catcher, mais alors quand il catch, il est assez impressionnant. Et Leon Ruff, c'est peut-être celui que je préfère en ce moment, si vous voulez, ponctuellement. Parce que je le découvre et il est d'une stature qui lui permet de faire des trucs que je vois nulle part ailleurs. C'est-à-dire que Leon Ruff, c'est vraiment le catcheur qui va te surprendre. Qui va, genre, à un moment donné, il monte sur la deuxième corde et puis il se jette en arrière sur Austin Theory, donc le premier sur l'image. Il se jette en arrière sur Austin Theory qui le rattrape sur ses épaules comme ça, donc du coup sur le dos, et qui enchaîne avec une prise. Et Leon Ruff, il est du fait qu'il soit petit, il s'évade très facilement des prises. Enfin voilà, ça a été un match vraiment très dynamique, très sympa à regarder. Je lui ai mis un A- et il me semble que c'est pas volé. Il y a autre chose que j'adore dans ce match, c'est la dynamique entre Austin Theory et Johnny Gargano, parce que ils sont persuadés qu'ils ont une alchimie à toute épreuve. Johnny Gargano et Austin Theory contre Kushida et Leon Ruff. Ils sont persuadés qu'ils ont une alchimie à toute épreuve, alors qu'ils sont super patos, ils sont super... ils ont une taunt à eux, qui est Johnny Gargano qui tend la main comme ça, pour faire genre on clappe en même temps, et Austin Theory qui clappe très lentement pour être sûr que ça connecte bien, et du coup enfin, c'est ridicule. Il y avait un moment dans le match, c'était très rapide mais ça m'a fait rire, c'est Austin Theory qui passe le tag, Gargano qui rentre sur le ring, Austin Theory il fait ça, et voyant que Gargano réagit pas, il baisse les bras. Au moment où il baisse les bras, Johnny Gargano lève les bras et... ouais. c'est des tout petits trucs comme ça qui font que les gars, vous avez zéro alchimie. Mais du coup, ils ont une excellente alchimie parce que justement, ils arrivent à jouer sur le fait qu'ils ont zéro alchimie. Et je trouve ça... Tu veux, ils ont zéro alchimie pour de faux, mais pour ça, faut avoir beaucoup d'alchimie pour de vrai. Ensuite... pardon, j'ai même pas dit qui a gagné. Leon Ruff et Kushida ont gagné suite à
Ben non, suite à oui, non, il me semble pas, c'est Kushida qui a gagné en faisant le tomber sur Johnny Gargano. On se prépare à un match pour le titre nord-américain, je pense, pour Kushida, et j'ai hâte de voir ça, je pense que Kushida va gagner. Ensuite, on a eu une promo rapide de Pete Dunne, ce charmant jeune homme britannique, qui a globalement qui est le prochain sur la liste pour affronter Finn Balor pour le titre de NXT. Il dit qu'il en a marre qu'on les compare parce qu'ils sont tous les deux britanniques, et lui a construit toute une branche de la WWE sur ses épaules, donc il parle de NXT UK, dont il est incontestablement, je pense, la plus grosse star. Vous allez dire Walter, ouais, Walter est plus récent. Je pense que Pete Dunne a vraiment... Pete Dunne est là depuis le début et il a vraiment... il peut vraiment se targuer d'avoir façonné NXT UK. Donc voilà, c'était une petite promo des familles, et bien sympa. Parlant de petites promos des familles, on avait un peu, zappé Tyler Rust ces derniers temps. Tyler Rust à droite, qui a eu un match très impressionnant l'année dernière en fin d'année dernière contre Tommaso Ciampa. Il a perdu, mais il a duré hyper longtemps. Et du coup, ça a suffi à le mettre, à le mettre sur la map, quoi, si vous voulez, à ce qu'on se dise, ok, il y a quelque chose chez Tyler Rust. Et il est managé par Malcolm Bivens, que vous voyez là à côté. Malcolm Bivens disait à la personne qui les interviewait, ouais, vous allez voir, Tyler Rust, c'est l'avenir de NXT, machin truc. Et je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'il y a quelque chose de spécial chez Tyler Rust. Là-dessus, Rust sort du bureau de William Regal, le general manager de NXT, en disant « J'ai réussi à m'avoir un match contre Bronson Reed ». Et c'est l'image que vous voyez là, Malcolm Bivens dit « Je suis pas sûr que Bronson Reed, ce soit une très bonne idée. » Parce que Bronson Reed, c'est un gros monsieur. Comment dirais-je, sa gimmick, son personnage, c'est Godzilla. J'adore sa veste d'entrée, vous allez la voir plus tard, il a une veste où il y a des buildings, il y a des silhouettes de buildings, et sur ses épaules, il a un Godzilla sur ses épaules, enfin il a un gros lézard sur ses épaules. Et j'aime beaucoup le personnage de Bronson Reed. Est-ce que c'était un bon choix? L'avenir nous le dira très bientôt. Ensuite, on a eu le match. Ça, je commence un peu à me lasser de ça. Donc, on a eu un match Karrion Kross accompagné de Scarlett avec quelque chose sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a, ma beaucoup? T'aimes pas que je dise du mal du look de Scarlett? C'est ta catcheuse préférée, Scarlett. Elle réagit plus. Donc voilà, Karrion Kross qui devait affronter Ashanti Adonis, qui devait faire partie du Dusty Rhodes Tag Team Classic, mais avec, il s'appelle plus Denzel de Journette, il s'appelle Desmond Troy. C'est des gars qu'on voit jamais ou pratiquement jamais. Ashanti Adonis, il est actif, mais sur 205 Live, donc on le voit un peu. Ma poupou, qu'est-ce que tu fais? Non, on va faire des bêtises. Dis donc. Et donc, Karrion Kross est arrivé pour massacrer Ashanti Adonis sans vraiment de difficulté. J'ai l'impression que ça, on a un peu passé cette étape-là dans la carrière de Karrion Kross, c'est-à-dire qu'il a battu Keith Lee pour avoir le titre de NXT. Il a plus besoin d'affronter des jobbers dans des matchs unilatéraux. Et après le match, après sa victoire évidente, il a étranglé Desmond Troy qui venait voir si Ashanti Adonis allait bien. Je crois que j'ai mis un C+ à ça. Ouais, j'ai mis un C+. C'est sympa, j'aurais pu me contenter d'un C. Écoutez, j'ai mis C+. Si j'ai ressenti C+ sur le coup, c'est que c'est sans doute ce que... Voilà, disons C+. C+ pour Karrion Kross contre Ashanti Adonis. Ah oui, alors du coup, Karrion Kross il va être là et Ashanti Adonis il va être au niveau du par là. Alors, plusieurs personnes m'ont fait la réflexion que, enfin plusieurs personnes, non, une personne m'a fait la réflexion que ça gâchait un peu le rythme que je fasse mon tableau en même temps. Dites-vous bien que je fais ces lives parce que faire le tableau ça me prend de toute façon du temps et que du coup, je rentabilise un peu, si vous voulez, ce temps-là. Si je fais pas mon tableau en live, il n'y a aucun intérêt à ce que je le fasse. Donc je vais réfléchir à des façons pour que ce soit moins... je cherche Scarlett, ici. Je vais réfléchir à des façons pour que ce soit moins laborieux pour vous. Sauf si c'est pas laborieux pour vous, parce que je vous ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit ça, donc peut-être que ça l'est pas. Je vais voir les... Vous me dites, et puis on avisera. Ensuite... Ah oui, alors ça c'est MSK.
MSK si vous préférez. Ils sont arrivés à NXT la semaine dernière dans un match que j'ai trouvé vraiment excellent. Les promos, c'est pas leur fort, c'est pas leur point fort. Je les ai trouvés un peu, je vais pas dire embarrassant parce que c'est un peu, mais un peu, ils ont pas l'air à l'aise, si vous voulez. Ou alors ils ont l'air trop à l'aise et faudrait qu'ils le soient peut-être un petit peu moins. Voilà, j'ai pas été fan. Pas été fan de leur promo. Globalement, ils ont juste dit ouais, on va battre toutes les autres équipes du Dusty Tag Team Classic et on va gagner. Bon, voilà. Ensuite, on a eu une promo de Mercedes Martinez à gauche, Toni Storm à droite. T'es super chiante, ma poupou. Toni Storm que je peux toujours pas. C'est mimique de visage, ça me... Remarque, du coup, elle fonctionne mieux en heel. Parce que... Elle m'énerve. Elle m'énerve, mais je suis pas sûr que ce soit de la façon dont elle voudrait... Parce qu'elle faisait les mêmes mimiques de visage quand elle était face. Du coup, bon... globalement, elles disent on est excellente et on va exploser nos adversaires de ce soir dans le premier round du Dusty Tag Team Classic féminin. Excusez-moi, je surveille la poupou parce que ici, il y a la ceinture de Daniel Bryan et j'ai peur que la poupou se dise que c'est vraiment très intéressant ce chanvre. Voilà. Donc, match de la soirée. En ce qui me concerne, Lucha House Party contre Imperium, deux équipes qu'on voit pas souvent, et qu'on voit surtout, et concernant Lucha House Party, qu'on voit pas souvent à leur plein potentiel, ça a explosé. Alors moi je me suis dit, bon, c'est évident que Imperium va gagner, Lucha House Party, ils sont là pour combler sont là pour combler les chiffres quoi, pour le tournoi, parce qu'il faut 16 équipes, donc du coup ils ont fait venir des équipes du roster principal. Alors d'une part, et je me suis aussi dit, c'est bien, ça va leur permettre de montrer un peu ce qu'ils savent faire, le House Party, parce que à Raw, puisque c'est une équipe de Raw, ils sont sous-exploités, quoi, donc autant qu'ils s'amusent un peu. Alors c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Je vois que mon débit est dans la zone rouge depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, ça commence à aller mieux. Je regarde de temps en temps sur le chat, voir si non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Voir si j'ai une grosse coupure de live, parce que ça peut arriver. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, tout le monde a été au maximum de son potentiel, enfin en tout cas a exploité son potentiel de façon, disons, satisfaisante, notamment Fabian Eichner, celui que vous voyez tout à droite. Imperium, c'est une équipe d'Européens, normalement ils sont 4, normalement c'est une faction Imperium. Il y a Walter, l'actuel champion de NXT UK. Il y a Alexander Wolf, un Allemand. Marcel Bartel, qui est allemand également et que vous voyez là à gauche. Et Fabian Eichner, qui est italien et que vous voyez à droite. Et Fabian Eichner a été très impressionnant de puissance, ce mec. Et fait beaucoup penser à Cesaro à ce niveau-là. Il paye pas de mine, parce que vu qu'ils sont tous hyper baraqués, tu te dis, bon bah voilà, il est baraqué, ils sont tous baraqués, il sort pas spécialement du lot, jusqu'à ce qu'il commence à soulever des gens de façon beaucoup trop facile, jusqu'à ce qu'il commence à manipuler des adultes, comme ça, oui, c'était mon imitation de Fabian Eichner. Non, le match a vraiment été excellent, et pour couronner le tout, à plusieurs moments je me suis dit, ah, ils arrivent à me faire croire à la victoire de Lucha House Party, c'est que le match est bien, jusqu'à ce que Lucha House Party gagne. Et là, d'ailleurs, je vous ai parlé il y a la semaine dernière, je crois, des réactions physiques devant les matchs. C'est-à-dire, je suis tout seul devant mon écran, réagir de façon physique, c'est vraiment la réaction viscérale à la surprise, quoi, à la bonne surprise. Lucha House Party a gagné et ils vont en quart de finale du coup, ou en demi-finale du Dusty Tag Team Classic. Je suis super content pour eux parce qu'ils vont pouvoir catcher encore un peu à ce niveau-là. C'est vraiment très très chouette. Et j'ai mis un A à ce match. Ah oui, j'ai mis un A à ce match. Évidemment, j'ai mis un A à ce match. Ce match était génial. Hop là, on passe au tableau. Alors l'essentiel, c'est qu'il faut que je parle en fait pendant que je remplisse mon tableau. Pendant que je remplisse. Mais oui, parce que j'en ai plus rien à foutre apparemment. Par contre, alors attendez, Lucha House Party, ils sont à Raw, donc ils vont être quelque part par là. Ils sont ici. Lince Dorado et Lucha et Grand Metallic. Grand Metallic, à un moment donné, il a sauté sur la troisième corde. Il a pris son élan. Il a sauté sur la troisième corde.
pas par-dessus la troisième corde, sur la troisième corde. Et j'ai pas envie de dire de conneries, je crois qu'il a fait un shooting star press, c'est-à-dire qu'il a fait un saut périlleux arrière en allant vers l'avant. Comme ça, parce qu'il peut. Et donc, Imperium. Imperium. On va y arriver, alors le truc, c'est qu'ils sont... Est-ce que je les ai laissés dans NXT UK? C'est possible, hein. C'est possible parce que je suis con. Ils sont là! Fabian Eichner et Marcel Bartel. Marcel, ça fait pas du tout sérieux comme nom de catcheur. Eux, ils sont rangés par ordre alphabétique. Hop. Avec une apparition de Alexander Wolf à la fin. Je ne sais pas ce que ça augure. Mais j'ai hâte de voir. Ils sont en train de... Mais du coup, Walter, il se retrouve tout seul à NXT UK. C'est un peu dommage. Ouf. Mais bon, je suis sûr qu'il va gérer. Je suis sûr que c'est le genre de... C'est un grand garçon, maintenant, il peut rester tout seul. Ensuite, nous avons eu la pesée de Timothy Thatcher à gauche et Tommaso Ciampa à droite pour leur main event de ce soir. Tommaso Ciampa est plus petit et plus léger que Thatcher. À la fin, il lui propose une poignée de main. Thatcher le pousse et des arbitres les empêchent de s'entre-dévorer. Ensuite, nous avons... Ah, ils ont annoncé... Alors... ils ont annoncé les matchs du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. J'ai le cul entre deux chaises, parce que d'une part, je me dis, c'est quoi ces équipes? Vous allez voir, on va faire un breakdown, on va appeler ça comme ça, de ces matchs-là. Je vais m'ouvrir l'image sur mon écran. Mais d'un autre côté, je me dis, ça peut être bien d'avoir du sang neuf dans la division féminine. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils ont de très bonnes catcheuses qu'ils doivent utiliser que ces très bonnes catcheuses. Donc le premier tour, on a en haut à gauche Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc ça, c'était attendu parce qu'elles font partie de la faction The Way avec Austin Theory et Johnny Gargano. Contre Gigi Dolin et Cora Jade. Personnellement, totalement inconnus au bataillon. Ensuite, on a Shotzi Blackheart et Ember Moon, donc qui avait déjà été annoncé la semaine dernière, contre Marina Shafir et Zoe Stark. J'aurais peut-être pu me renseigner pour savoir si Jessamine Duke est blessée, parce que Duke et Shafir font partie des quatre cavalières de l'UFC, des Four Horsewomen of MMA. Donc, je vois pas pourquoi Marina Shafir n'est pas en équipe avec Jessamine Duke, donc j'espère que Jessamine Duke va bien. Elle est peut-être blessée. Ensuite, Mercedes Martinez et Toni Storm, donc, qui ont déjà annoncé leur participation la semaine dernière, contre Kacy Catanzaro et Kaden Carter, qui ont également annoncé leur participation la semaine dernière, et ce match a eu lieu hier soir, donc du coup on va en parler. Et Aliyah et Jessie Kamea, pourquoi? Contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Ça par contre c'est une équipe qu'on pouvait voir venir. Alors moi, tel que je vois le truc, je vous le dis, en haut à gauche, Candice LeRae et Indy Hartwell vont gagner. En dessous, Shotzi et Ember Moon vont gagner. En haut à gauche, en haut à droite, je sais déjà qui a gagné. En bas à droite, ça va être Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Je pense que Kai et Gonzalez vont se retrouver en finale contre Shotzi et Ember Moon. Et je pense que Kai et Gonzalez vont gagner. Voilà, moi je pars sur ça. Je pars sur ce pronostic-là. Attendez, j'ai failli faire une connerie. Hop là. Alors, ensuite on a eu le premier round du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, donc le tout premier Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, avec un speech un peu vanilla de Beth Phoenix qui dit l'évolution du catch féminin à la WWE a commencé à NXT avec toutes ces fameuses catcheuses de toutes les cités, et il y avait les 16 femmes qui vont participer au tournoi derrière. Et elles ont annoncé le premier match, Kacy Catanzaro et Kaden Carter contre Mercedes Martinez et Toni Storm. Ça a été très bon match. Ça a été un bon match. Et surtout, Catanzaro et Carter m'ont rappelé pourquoi, il y a 2 semaines, c'était mes favorites pour gagner le tournoi. Elles sont vraiment excellentes. Elles ont une très bonne alchimie d'équipe. Elles sont toutes les deux très agiles, très rapides.
Elles sont encore un peu vertes, mais face à Mercedes Martinez, qui est une vétéran du ring, ça a presque pas paru. Mercedes Martinez jouait le rôle de la powerhouse dans l'histoire. Toni Storm a été un peu en retrait, j'ai trouvé, dans le match. Elle n'a pas eu son moment de briller, surtout que Catanzaro et Carter ont mené pendant presque... En fait, leur stratégie, c'était d'appliquer une pression et de ne jamais lâcher la pression. Elles ont pas laissé Storm et Mercedes respirer. Et à la fin, Io Shirai est intervenu pour prendre sa revanche sur Mercedes Martinez, puisque Mercedes Martinez l'avait agressé il y a 2 semaines. Donc ça, c'était un peu attendu, excusez-moi, c'est la poupou qui chasse les mouches. Et oui, c'est toi que je parle, ma poupou. Et Kacy Catanzaro a fait sa nouvelle prise de finition que je ne vais même pas essayer de vous décrire. Ce serait quand même dommage, je vais quand même essayer. C'est une prise, l'adversaire est sur le dos, sur le ventre, pardon, sur le ring. Elle est sur le 3e coin, elle saute, il se passe des choses et elle atterrit. Je suis pas sûr qu'elle soit atterrie exactement comme elle voulait atterrir. Je suis pas sûr que c'était totalement maîtrisé comme prise. Mais nom de Dieu, c'est impressionnant. C'est triple vrille, plongée, croisée. Je crois qu'elle a tourné. Je crois qu'elle a fait un salto et demi dans le sens. C'est beaucoup trop précis. C'est très impressionnant. Si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le parce que c'était très très chouette. C'était très très chouette et j'ai hâte de voir jusqu'où vont aller Carter et Catanzaro. Et surtout, j'ai hâte de voir ce qui va advenir de Toni Storm, Mercedes Martinez et Io Shirai. Ce match-là, je lui ai mis un A-. Non, juste un B. Oh, juste un B. Oh, juste un B. Je suis bon, d'accord. Écoutez, j'aurais pu partir. Ouais, non, je voulais partir sur un B+, et je me suis dit... je suis pas convaincu qu'elle a fait ce qu'elle voulait faire, Kacy Catanzaro. Du coup, c'était impressionnant, mais impressionnant et pas maîtrisé, c'est un peu dommage, quoi. Donc, allez, 14 ici, 14 là, 14 pour Mercedes et Toni Storm. Je pense que ça va finir en triple menace, Mercedes contre Toni Storm contre Io Shirai, cette histoire. Ensuite, on est déjà à 23 minutes de live, il va falloir que j'accélère parce que j'ai tout AEW à parler après. Duquel parler. Finn Balor est allé voir William Regal en disant « Je veux Pete Dunne, je veux sa tête, donnez-moi la tête de Pete Dunne s'il vous plaît, je veux manger anglais. » Bon, William Regal est anglais lui également, donc du coup ça n'est pas passé, je plaisante. Oui, Finn Balor a dit je sais comment ça marche, donc je vais d'abord arracher les bras du serpent, enfin, si je veux filer la métaphore, parce qu'il a dit je vais m'attaquer aux bras d'abord et ensuite j'arracherai la tête, en parlant de la faction Pete Dunne, Lorcan et Burch. Donc, mais les serpents n'ont pas de bras, du coup, c'est là que la métaphore ne marche plus. Mais Finn Balor, c'est un peu le champion de la métaphore qui marche pas loin. Bref. Il a dit pendant qu'il s'était absenté, il est revenu, il a dit oui, pendant que le chat est pas là, les souris dansent et j'en ai marre que vous jouiez dans ma litière. Oh. Est-ce que tu viens de dire que NXT est un terrain de merde ou comment ça se passe? Bref. Finn Balor dit je veux Lorcan et Burch. William Regal lui dit tu peux pas les affronter à toi tout seul, il faut que tu aies un partenaire par équipe. Et Finn Balor a plus tard dit c'est dans une autre promo, mais j'enchaîne parce que sinon je vais perdre le fil. Finn Balor a dit ça tombe bien, il y a des gens qui me doivent un service. L'intervieweuse blonde, dont j'oublie toujours le nom, qui est derrière, était en train de dire oui, alors Ashanti Adonis et Desmond Troy ne pourront pas participer au Dusty Road Tag Team Classic parce qu'ils se sont trop fait péter la gueule par Karrion Kross. Là-dessus arrivent Carter et Catanzaro. On a gagné. Ah putain. Elles sont un peu pénibles en dehors du ring. Elles sont un peu... Elles ont pas un optimisme contagieux, elles ont elles ont un optimisme, elles ont un enthousiasme un petit peu chiant, un petit peu... c'est difficile. C'est difficile d'être... C'est difficile. Mais c'est bien pour elles. Et surtout, après, l'intervieweuse, on va appeler ça comme ça, a pas fini sa phrase concernant Desmond Troy et Ashanti Adonis. Donc j'imagine qu'ils participent plus au tournoi, parce qu'elle a dit qu'ils étaient plus aptes médicalement à le faire. Maintenant, j'imagine.
Hop là, ensuite, qu'avons-nous eu ensuite Ah oui, ensuite, Isaiah Swerve Scott à droite a dit à Bronson Reed te mêle plus de mes affaires, rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Bronson Reed a empêché un combat entre Scott et Jake Atlas. Donc c'est de lui dont je parlais avec les gratte-ciel et le Godzilla sur les épaules. Voilà, c'est un peu d'anticipation de ce qui allait se passer. Et donc, Tyler Rust a eu un match contre Bronson Reed. Le match a été assez neutre, assez... En fait, Bronson Reed est juste meilleur. Et Tyler Rust a essayé d'affronter quelqu'un de beaucoup trop fort pour lui. Ce que j'ai pas aimé dans ce match... Je lui ai mis un B- quand même. Je lui ai mis un B-, mais ce que j'ai pas aimé dans ce match, c'est que, étant donné que Tyler Rust avait vraiment duré longtemps contre Tommaso Ciampa, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile pour Bronson Reed de le battre. Et il l'a fait avec une relative aisance. Donc, c'est un peu regrettable. Voilà. Mais sinon, le match était bien, mais voilà, y a pas. J'aime bien l'histoire qu'il raconte. J'aime bien l'histoire Tyler Rust qui essaye de prendre des initiatives et qui a besoin de Malcolm Bivens pour le guider, pour lui dire attends, ça c'est trop dur pour toi. Je vais te dire ce que tu peux faire pour l'instant. J'aime bien. Pendant le match, ils ont montré une image de Io Shirai et Toni Storm qui se cassent la gueule dans les coulisses. Donc on se dirige également vers un match. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un triple menace. C'est parce que Mercedes Martinez a agressé Io Shirai. Io Shirai a rendu la monnaie de sa pièce à Mercedes Martinez. Mais ce faisant, elle a coûté un match à Toni Storm et Martinez. Du coup, Toni Storm lui en veut. Et Toni Storm a fait une promo il y a quelques semaines disant qu'elle voulait devenir championne de NXT. Je pense qu'il y a tout est en train de se mettre en place pour un triple menace. Ensuite, donc, on a la fameuse promo où Finn Balor dit j'ai besoin d'un partenaire et ça tombe bien, il y a des gens qui me doivent un service. L'Undisputed Era. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce segment parce que c'était plein de tension. C'est-à-dire que Finn Balor était pas la bienvenue, mais il en avait rien à foutre. Il est champion, c'est lui qui décide. Et l'Undisputed Era, ils font preuve de gratitude qu'il les ait aidés la semaine dernière, mais il n'oublie pas qu'il a pété la mâchoire de Kyle O'Reilly pour se venger. Donc voilà, c'est très tendu entre les quatre, mais Finn Balor a demandé de l'aide à Kyle O'Reilly pour affronter Lorcan et Burch la semaine prochaine, et Kyle a accepté, ce qui est vraiment très cool. Finn Balor et Kyle O'Reilly contre Lorcan et Burch. Lorcan et Burch vont mourir. Ensuite, on a eu une promo relativement rapide de Santos Escobar. J'aimais bien le contenu de sa promo. Il disait je suis le seul vrai champion de ce roster. Pas un champion qui a besoin de vaincre une malédiction comme Johnny Gargano. Pas un champion avec une mâchoire de verre comme Finn Balor. Et ensuite, il a parlé de Karrion Kross. Et je trouve ça très très cool parce que ça veut dire Karrion Kross, c'est pas parce qu'il a pas de ceinture qu'il n'est pas considéré toujours comme un champion. Et c'est, voilà, ça c'est ce dont Karrion Kross a besoin. Qu'il soit à ce niveau-là dans le roster et dans l'estime de ses collègues. Pas de battre des jobbers, il y en est plus là. Et évidemment, il a parlé de ses collègues Legado del Fantasma, donc à gauche Joaquim Wilde, à droite Raúl Mendoza. Il a dit ils sont toujours en lice pour gagner le Dusty Tag Team Tournament et je pense qu'ils vont gagner et je pense qu'ils vont devenir les nouveaux champions par équipe et on sera les champions des champions. Là-dessus, ils sont interrompus par Lucha House Party. Je me dis putain, yes, la rivalité Lucha House Party contre Legado del Fantasma continue. C'est vraiment vraiment trop chouette parce que Lucha House Party, ils ont toujours des trucs à faire et ça fait plaisir. Et encore plus plaisir. Lucha House Party était évidemment mal barré parce qu'ils étaient à 3 contre 2. Là-dessus arrive Kurt Stallion, enfin, parce que Kurt Stallion, il a gagné un match pour un match d'aspirant numéro 1 il y a 4 semaines, 5 semaines, et j'avais l'impression que ça avait été oublié, cette histoire. Mais non, Kurt Stallion est arrivé, il a sauvé Lucha House Party et il a rappelé à Santos Escobar qu'il lui doit toujours un match. Et ça, c'est chouette. J'ai mis un B à ce segment parce que je l'ai trouvé très, très bien. Pif. Donc, Lucha House Party encore.
ça c'est cool, ça c'est cool. Pourvu qu'ils restent longtemps. J'espère qu'ils vont revenir qu'ils vont revenir sur le long terme à NXT Lucha House Party, parce que c'est... Bah, parce que, comme tous les gars qui ont été sur le roster principal et qui sont revenus à NXT, t'as vraiment l'impression qu'ils revivent, quoi. Tyler Breeze, Finn Balor, Ember Moon, Santos Escobar et Legado del Fantasma. J'ai sûrement le pire accent du monde. Hein. Et Kurt Stallion, bienvenue dans le main event de 205 Live. C'est là qu'est ta place. C'est là que tu as gagné ta place. Donc voilà. Ensuite, on a eu une rapide interview en backstage, en coulisses, pardon, de Drake Maverick et Killian Dane. Donc une équipe que j'adore, si vous avez regardé la semaine dernière, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. L'intervieweuse pose une question à Killian Dane. Drake Maverick répond à sa place. Au départ, ça énerve Killian Dane derrière. Mais au fur et à mesure, et du coup Drake Maverick fait une promo très enflammée sur le fait qu'ils vont gagner le Dusty Tag Team Classic et qu'ils vont aller affronter Lorcan et Burch et qu'ils vont devenir champions par équipe parce que maintenant il est plus seul, il a un ami, que cet ami est le meilleur et voilà. Et après la interview, Killian Dane lui a fait... C'était pas mal, ça lui fait une tape sur le dos, évidemment Drake Maverick. Voilà, c'est parce que Drake Maverick est tout petit et Killian Dane est gros et c'est ça qui est drôle. Non, j'aime vraiment beaucoup leur dynamique. Ensuite, on a eu une petite intercation entre... c'est pas intercation, à chaque fois j'oublie le mot que je veux dire. Petit, face à face. Bon, tant pis. Entre Kurt Stallion et Santos Escobar, qui a dit le match pour le titre Cruiserweight avec Kurt Stallion est la semaine prochaine. Yes! Yes! Enfin! Je pense que Kurt Stallion va perdre, mais c'est juste, il avait gagné un match d'aspirant numéro 1. Enfin, ils vont avoir le match. Et enfin, le main event, quand tu veux. Voilà. Le main event entre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher dans le Fight Pit. Donc un pit fight, finalement. Je vais pas vous cacher que c'est une déception, ce match. J'avais très envie de lui mettre un A. J'avais très envie, je me suis dit, ça va être très brutal, ils vont s'en mettre plein la gueule, ça va être... Alors, ils s'en sont mis plein la gueule, ça, il n'y a pas de problème. Mon problème, ça a été que j'ai eu l'impression que Tommaso Ciampa a dominé pendant presque tout le match. Tommaso Ciampa donnait toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire que Thatcher revenait, mais il revenait jamais bien longtemps. Ciampa finissait toujours par s'en sortir. Jusqu'à ce que Ciampa se blesse au genou à un moment. Mais de façon assez... pas anecdotique, mais de façon assez... il s'est blessé au genou comme il aurait pu se blesser ailleurs, quoi. C'est relativement peu exploité dans le match, j'ai trouvé. Exploité évidemment, mais relativement peu. Et le truc, moi, qui m'a vraiment gêné dans ce match, c'est que Timothy Thatcher s'est pris un Widow's Bell, qui est une des trois prises de finition de Ciampa. Il a réussi à se relever à temps, parce que les seules façons de gagner un pit fight, c'est par KO technique ou par soumission. Donc il a réussi à se relever avant le compte de 10 de l'arbitre. S'il n'avait pas réussi, ça aurait été un KO technique. Là, je me dis, bon, pourquoi pas, il a pris une prise de finition, il s'est relevé au compte de 9. Ok. Mon problème, ça a été que Ciampa lui a fait son Fairy Tail Ending, donc une autre prise de finition. Et après le Fairy Tail Ending, il a essayé de l'étrangler, genre, je vais même pas attendre que tu restes 10 secondes à terre, je vais te finir maintenant. Et Thatcher s'est relevé, mais comme s'il venait de se prendre la prise la plus transitionnelle qui soit, quoi, comme s'il venait de se prendre un coup de poing. Et ça, c'est vraiment pas passé. Et ce qui est encore moins passé, c'est que après, vraiment juste après, donc Thatcher était encore, Ciampa était encore en train d'essayer d'étrangler Thatcher. Ciampa était encore en train d'essayer d'étrangler Thatcher, c'est ça. Ciampa est monté sur le coin. En montant sur le coin, il a mis sa jambe. Je sais pas pourquoi il a mis sa jambe à travers la structure de la cage. Du coup, il s'est bloqué la jambe et Thatcher en a profité pour lui faire une clé de jambe avec l'autre jambe qui n'était pas bloquée. Mais du coup, Ciampa pouvait pas bouger et il a abandonné. Et je me suis dit, qu'est-ce que Ciampa est allé foutre dans le coin? C'était mal fait, c'était mal raconté, ça donnait vraiment l'impression, attends, ça doit être la fin du match, je vais monter dans le coin, je vais me bloquer la jambe et puis tu vas me faire une clé de jambe, d'accord? Et voilà, donc du coup ça a été, j'ai mis un B quand même parce que c'était un peu impressionnant, enfin c'était un peu, il y avait la hype si vous voulez, il y avait la hype du match, mais elle a pas,
c'était pas au niveau, quoi. C'était pas au niveau auquel je m'attendais à ce que ce soit. Donc, ça sera un B pour ce main event entre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. B seulement parce que... B et pas moins parce que c'est bien que Thatcher soit invaincu dans ce match-là. Il est en train de construire quelque chose, quoi. Il est en train de construire un héritage, et ça, je trouve ça chouette. On va accorder les points bonus du show avant que je passe à vos questions concernant NXT. J'ai mis 3 points à Lucha House Party, sans trop de suspense, je pense. Excusez-moi, je les cherche, ils sont là. 3 points à Lucha House Party, ça veut dire 3 points à Lince Dorado et 3 points à Grand Metallic. EFGHIJ, c'est ça. Je connais bien ton alphabet, c'est fantastique. Hop. J'ai mis 2 points à Carter et Catanzaro, donc 2 points à Kaiden Carter et 2 points à Casey Catanzaro. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont les mêmes initiales, donc c'est facile à trouver. Carter ici et Catanzaro ici. Et j'ai mis 1 point à Timothy Thatcher quand même, parce que comme je vous ai dit, c'est bien qu'il ait un match un peu signature, on va dire. Maintenant, il a 2 victoires dans le Fight Pit, et voilà, ça commence à devenir un héritage, ça commence à devenir quelque chose. On va passer à vos questions à votre question qui a été glanée par, j'ai pas envie de massacrer son pseudo, je crois que c'est Grégory Sly. Je crois que c'est Grégory Sly qui s'appelle aujourd'hui, et je le remercie beaucoup. On n'a qu'une seule question, ça tombe bien, je suis en retard. Une seule question de Pablo DBST qui me dit « Coucou Lynx, bonjour. Est-ce que tu penses que l'équipe qui va gagner les classiques féminins va gagner les titres par équipe après ?» Moi, j'aimerais beaucoup. Bah, j'aimerais beaucoup aussi, et sans dire que je pense qu'elles vont gagner les titres, au moins, j'espère que ça va remplumer juste emplumer, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de matière dans cette division-là, la division par équipe féminine. Voilà, je dis pas que je veux qu'elle gagne, je dis que certaines équipes qui se sont affrontées dans ce tournoi devraient rester des équipes. Et je pense notamment aux quelque chose dont on n'a pas encore entendu parler. Ou dont on a peu entendu parler. Genre Aliyah et Jessica Mea, ça peut être une bonne équipe. Voilà. Est-ce qu'elles doivent devenir champions par équipe féminine? C'est compliqué parce que le titre vaut pas grand chose là, tel quel, en ce moment. On va passer au bilan de Dynamite, si vous le voulez bien, et on va commencer directement et très vite. Nope, on va commencer directement et très vite par le premier segment de la soirée, qui a été un des meilleurs segments de la soirée. C'était l'anniversaire de -1, le fils de Brody Lee, qui est un catcheur qui nous a quittés l'année dernière, en toute fin d'année. D'ailleurs, le gamin s'appelle Brody. Brody Lee s'appelle pas vraiment Brody Lee, il s'appelle John Huber. Mais voilà, il a appelé son fils Brody. Et donc, c'était son anniversaire. Et ils ont fait toute une mise en scène avec un gâteau et avec tout le Dark Order, la faction de Brody Lee, qui il gère vraiment ça très bien. C'est-à-dire que John Huber était vraiment était vraiment un père de famille, était vraiment un homme dont la famille c'était le centre de sa vie. Et à son décès, on a vraiment l'impression que AEW, ils ont mis un point d'honneur à gâter ses enfants, quoi. Et notamment ce gamin qui a eu donc voilà, un gâteau avec toute une cérémonie, avec tout le public qui chante joyeux anniversaire. Là-dessus, t'as Chaos Project qui arrive, Luther et Serpentico qui disent parce que sur AEW Dark, le show secondaire, on va dire, de AEW, -1, il s'appelle -1, son nom dans le Dark Order c'est -1. -1 a dit à Luther ouais, t'as l'air d'un con. C'est un gamin, le truc il a 10 ans, donc voilà, forcément c'est pas évident. Luther arrive et dit non, c'est pas vrai, j'ai pas l'air d'un con. Et tu sais quoi, c'est toi qui as l'air d'un con. Et t'es entouré de gens qui ont l'air de cons. Et je vais... mais en fait, il jouait le heel, mais il jouait... comment il s'appelait Burp et Skull, je crois, dans les Power Rangers, c'est-à-dire les bullies, mais qui sont nuls, quoi. Et du coup, voilà, Luther dit je vais te ruiner ton... Non, nous, dans Chaos Project, son équipe, on n'aime pas les enfants, et on t'aime pas toi.
et on va ruiner ton anniversaire. Ils font vivre son rêve aux gamins. Moi, je trouve ça vraiment très très cool. Ensuite, il y a eu un match, vraiment le match désigné pour faire partie de, enfin voilà, pour faire plaisir aux gamins. Colt Cabana, John Silver, Alex Reynolds et Hangman Page contre Luther, Serpentico et TH2 derrière. Le match en lui-même avait rien de bien particulier. Juste au début, Hangman Page donc ils ont commencé à se mettre sur la gueule avant le match et Hangman Page est arrivé et a fait un saut sur tout le monde. C'était très impressionnant. Donc je disais le match rien de particulier à part la fin, à part le dernier move du match. Hangman Page a fait sa prise de finition, le Buckshot Lariat. John Silver a enchaîné, bien pas enchaîné en fait parce que c'était dans la fluidité du mouvement, ça faisait partie du même mouvement. John Silver a fait un German Suplex et Alex Reynolds a fait j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est un tombé Jackknife pour la victoire sur Serpentico, mais on s'en fout. Et après le match, normalement il devait, ce qu'ils avaient convenu la semaine dernière, c'était que Hangman Page dirait s'il rejoint ou non le Dark Order après le match. Et avant le match, John Silver était très excité parce qu'il avait hâte que Hangman Page rejoigne officiellement le Dark Order, vu qu'ils s'éclatent, ils sont super potes et tout, donc il avait vraiment hâte que ça se fasse. Ils ont organisé ça comme une espèce de parodie de mariage, c'est-à-dire que John Silver a mis un genou à terre pour lui demander. Enfin voilà, et en fait, ça a construit vraiment une ambiance très très bon enfant qui a été très efficace pour ce qui a suivi. C'est-à-dire que Hangman Page a dit « je peux pas ». Et bon, ça c'était drôle, mais c'était un peu tragicomique, c'est-à-dire qu'il a dit « je peux pas », et à ce moment-là, t'as les confettis qui sont partis, la musique de fanfare, des banderoles, il a dit oui, je sais même pas comment je vais appeler ça, des gars avec un masque qui dansent avec un chapeau, c'est pas des strippers, c'est pas des luchadors, c'est pas je sais pas comment appeler ça. Voilà, et du coup ils leur ont dit de retourner en coulisses parce que il a dit non, tout le monde était sûr qu'il dirait oui, je me doutais bien qu'il allait dire non, mais voilà. Et la raison et du coup il explique après au bord des larmes, il dit je suis désolé les gars, on s'éclate, hein, vraiment on s'est éclaté ces dernières semaines, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Juste, j'ai déjà essayé de faire partie d'une équipe et ça a très mal fini pour moi, je peux pas. Il n'arrive pas à faire son deuil de ce qui s'est passé avec les Young Bucks. Et je crois qu'Hangman Page est peut-être mon catcheur préféré à AEW, mon personnage préféré à AEW. C'est tellement dur, quoi. C'est tellement dur pour lui. Et il n'arrive plus à faire confiance. Il y a vraiment une logique de couple, quoi. Mais en fait, c'est une logique de relation. C'est-à-dire une fois que tu as été... Enfin voilà, j'ai adoré ce... Merci à Le Bobby qui s'est abonné. Merci beaucoup à toi. J'ai un truc pour suivre les abonnements. C'est très gentil. J'ai pas d'alerte, mais je te vois. Donc, alors, par contre, ça va être une tannée à noter tout ce truc-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les notes principales et je mettrai les notes secondaires hors cadre, enfin hors live, parce que le Dark Order, ils font tout ensemble. Oh putain. Alors, je réfléchis à comment rendre ça pas trop chiant. Ça va pas être évident. Alors, tout le Dark Order, plus -1, plus Chaos Project, plus avec... tout le Dark Order. Allez, c'est parti. Ten, Stu Grayson, il y a Hangman Page arrivé, mais après, Five, Evaluno, Colt Cabana, 3-4, Anna Jay et -1, Brody Lee Jr. Il est là. Dustin Rhodes n'était pas là, mais il fait plus partie de cette histoire-là, et eux deux non plus. Hangman Page est arrivé à la fin. On va mettre Chaos Project. Donc Serpentico et Luther qui n'avaient pas de storyline jusqu'à récemment. Ah, ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils sont pas avec les... Ah bah ils sont là. Serpentico et Luther et TH2 sont arrivés après. Voilà. Ensuite, on a eu le match, et là, je mettrai les trucs secondaires plus tard. Le match, je lui ai mis B, parce que je vous ai dit, c'était pas vraiment le truc important. Ce qui était important, c'est de voir que effectivement, Silver, Reynolds et Hangman Page ont une excellente alchimie tous les trois.
Et du coup, c'est ça qui est un crève-cœur, c'est de voir qu'ils s'éclatent vraiment tous les trois, mais que Hangman Page peut juste pas. Il peut plus faire confiance. Contre Chaos Project et TH2, faut pas que j'oublie Colt Cabana ici. Contre Chaos Project et TH2. Hop là. Et à la toute fin, je vais juste mettre leurs 17 points parce que j'ai mis A à ce troisième segment aussi. À Brody Lee Jr. qui s'est vengé de Luther, non seulement en lui mettant un coup de kendo stick sur la tête, mais en plus en lui disant « Tu veux ruiner mon anniversaire ? Eh ben t'es trop con parce que mon anniversaire c'était il y a 3 jours !» Voilà, c'est con, mais voilà, je trouve ça mignon, quoi, je trouve ça adorable. Et donc, c'est John Silver et Hangman Page qui ont eu le mot de la fin dans une promo un petit peu déchirante. Hop là, d'ailleurs, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a putain, il est terrible. Voilà. MJF à gauche et Chris Jericho à droite. Ils font tous partie de l'Inner Circle et je ne vais pas tout résumer leur histoire. MJF a dit à Chris Jericho, donc t'es sûr que c'est une bonne idée qu'on fasse un 2 contre 2 contre 2 au sein de l'Inner Circle, parce que si t'as pas peur que ça fragilise les liens au sein de la faction. Chris Jericho dit non, parce que ça va faire comme quand Wardlow et Jake Hager, qui font partie de l'Inner Circle aussi, se sont affrontés. Ils avaient besoin de laisser s'exprimer leur colère. Ils l'ont fait. Maintenant, ça va mieux. Et ben, c'est ce qui va se passer avec le truc. Ce qui se passe, c'est que MJF est en train de placer ses pions pour virer Chris Jericho de l'Inner Circle. Il est en train de faire imploser l'Inner Circle, cette espèce d'enfoiré. Et là, il dit... là, voilà. Il parle de ses doutes à voix haute pour que personne ne pense à l'accuser. C'est un immonde enfoiré. Merci beaucoup, Artenos95, pour ton abonnement. C'est très, très chouette. J'ai eu le double d'abonnements. J'ai doublé mon nombre d'abonnements depuis que j'ai repris les lives. Ensuite, un gros segment de merde. Ce que vous voyez là, c'est plus ou moins ce qu'on a eu. C'est-à-dire que Sting est arrivé sur le ring. Ensuite, Darby est arrivé sur le ring. Sting a félicité Darby pour sa victoire contre Brian Cage et pour avoir retenu le titre TNT. Taz est apparu sur le Titantron pour dire ouais, c'était pas une victoire à la loyale parce que Sting il est venu t'aider et en plus t'as utilisé ta ceinture alors que normalement t'es pas censé avoir le droit. Ta ceinture, ta vraie ceinture, pas le titre. Et nous, je sais plus s'il dit nous on vient de la rue ou je sais pas quoi, bref. Ils sont plus ou moins en train d'annoncer un street fight. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est Sting va commencer à falloir qu'il fasse quelque chose de mémorable parce que qu'on le voit toutes les semaines et qu'il fasse rien, ça commence à devenir un petit peu, ça commence à lasser un petit peu. Le fait que la rivalité entre Darby Allin et la Team Taz continue, bon. Ce serait bien qu'il passe un peu à autre chose, mais bon, le live bug, les gens, enfin l'image bug. Normalement, le son devrait être bien. Je vous laisse me dire si le son est toujours bien. Normalement, le son est bien, mais de toute façon, je peux pas faire grand chose pour améliorer ça. On va passer au tableau. Pour ce segment, je crois que je lui ai mis un C-, dans le sens où il se passe rien et en plus, il faut que ça continue. Et c'est pas la grosse éclate. C'est pas ça me semblait assez conclusif, quoi, le dernier match qu'ils ont eu. Donc, Sting, Darby, et on va dire Taz, et je crois que Ricky Starks a parlé aussi, donc je vais le compter aussi. Les autres, ils étaient là, et ils avaient juste l'air menaçants, et c'était très... Voilà, c'était très... Vidéo bug un peu de temps en temps, image et son ok, le son est bien, ok, super, merci beaucoup pour vos retours. C'est chouette parce que vu que vous parlez pas beaucoup, je me demande si c'est pas si mon compteur de vues déconne pas un peu. Mais quand je vous pose une question, il y a beaucoup de gens qui répondent, donc du coup je me dis ok, non c'est bon, ils sont là, mais ils sont sages. Ensuite, nous avons eu j'ai adoré ce segment. Les Young Bucks vont chez Kenny Omega pour essayer de savoir ce qui s'est passé, c'était quoi le bordel la semaine dernière. Je peux pas vous résumer ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous voulez savoir, il faut me suivre d'une semaine à l'autre. Et globalement, Don Callis est arrivé et il leur a joué du pipeau, mais alors avec brio.
il était insupportable. Parce que globalement, ce que Don Callis est en train de faire, c'est qu'il est en train de monter Kenny Omega contre les Young Bucks, ou alors Kenny Omega est d'emblée en veut d'emblée aux Young Bucks. Et enfin voilà, on ne sait pas vraiment si Kenny Omega est le cerveau de l'opération avec Don Callis, ou si c'est Don Callis lui-même le cerveau de l'opération. Mais globalement, les Young Bucks disent... Don Callis dit oui, je suis désolé, Kenny Omega peut pas être là pour vous voir. Les Young Bucks disent attends, il peut pas être là chez lui. Don Callis dit il peut pas être là chez lui, et en plus il répond pas au téléphone. Don Callis rebondit en disant attendez, vous avez quel numéro? Quel numéro? Le même qu'on a toujours eu. Bref, Don Callis sous-entend qu'ils sont potes avec Kenny Omega depuis longtemps uniquement pour l'argent, du coup il leur fait un chèque. Évidemment, les Young Bucks le prennent mal, et en plus ils lui disent mais ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Don Callis hésite et dit bien sûr, le merchandise, c'est vrai que vous vendez beaucoup de merchandise, vous. D'ailleurs, j'adore vos t-shirts, j'en ai 2 chez moi. Immonde enfoiré, Don Callis. Et à la fin, les Young Bucks pètent la gueule à Don Callis pour faire court, parce que il va falloir que j'accélère. J'ai adoré ce segment. Ensuite, oh là là, on passe d'un segment que j'ai adoré à quelque chose que je m'énerve, je comprends pas. Voilà. Cody devait affronter Peter Avalon. Peter Avalon, son personnage, c'est qu'il est à chier. Voilà, c'est pas un bon catcheur, il faut des jobbers, c'est normal. Et Cody avait dit je réussirai à battre Peter Avalon en moins d'1 minute. Il me dit ok, pourquoi pas. Le match commence, Cody place son crossroads, donc sa prise de finition, dès le début du match. Je me dis ok, bon bah là il va faire tomber, il va gagner. Là-dessus arrive Jade Cargill. Si vous voulez savoir ce que je pense de tout ça. Donc, pour replacer très vite, Jade Cargill a une rivalité avec Brandi Rhodes, la femme de Cody, qui est actuellement enceinte, mais sa rivalité à elle doit continuer, alors que tout le roster féminin de AEW est en train de quémander des miettes de storyline. Cody est en rivalité croisée, parce que Jade Cargill le représente d'une certaine façon. Cody est en rivalité croisée avec Shaquille O'Neal, le basketteur. Je ne sais pas ce que vaut Jade Cargill sur un ring, parce qu'on l'a jamais vu catcher. Je ne sais pas ce que vaut Shaquille O'Neal sur un ring. Mais voilà, c'est une double storyline. Donc voilà. Pendant le match, enfin, juste après ce que je vous ai déjà décrit, Jade Cargill arrive, ça distrait Cody. Elle fait rien. Elle arrive et puis elle reste debout. Voilà, en haut de la rampe. Peter Avalon met un coup dans les noix de Cody dans le dos de l'arbitre, parce que l'arbitre est distrait par Jade Cargill qui ne fait rien. Et là, le match devient équilibré. Et je me suis dit, là, de deux choses l'une. Soit tu fais que Peter Avalon gagne très vite par chance. Genre, il lui met un coup dans les noix, il fait le tomber, il gagne. Soit Cody se fait un peu dominer parce qu'il a perdu l'avantage du fait de s'être pris un coup illégal. Mais il reprend l'avantage et il finit par gagner. Là non, on a eu un match équilibré qui a duré beaucoup trop longtemps. C'est un des problèmes que j'ai avec AEW, c'est il faut des tirs, c'est indispensable. Il faut que les très bons battent les très mauvais très vite. Et là, ils ont fait durer le match. Pendant une éternité. Après une intervention qui était mal bitée, dans une storyline qui est mal bitée. Bref, j'ai vraiment pas aimé tout ça. Donc, je crois que j'ai mis un D. Ouais, c'est ça, j'ai mis un D. Je me suis retenu de mettre un D-, parce que je me suis dit D-, c'est quand même vraiment dur. Mais c'était vraiment à chier, quoi. C'était pas bon à plusieurs niveaux. C'est ça qui me chagrine un peu. Le fait que la rivalité de Brandi Rhodes doive absolument continuer alors qu'elle n'est pas là. Le fait que Jade Cargill elle catch pas, enfin on l'a pas vu, donc on sait pas ce qu'elle fait. Ça fonctionne pas, quoi. Je vous dis, ça fonctionne pas à plusieurs niveaux. Peter Avalon, il doit être ici, je crois. Ouais. Et en plus, Cody a gagné. Ah oui, puis Cody a gagné. En plus, oui, pareil, je n'ai même pas pensé à dire ça. J'aurais dû mettre un D, moi. Cody a gagné en faisant une prise en cadre, donc une prise de soumission à Peter Avalon. Avalon lui met une claque pendant la prise de soumission. Cody menace de la lui rendre, et à ce moment-là, Peter Avalon tape de peur de se prendre une claque. Après 10 minutes de match, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Voilà, écoutez, voilà. Ensuite, on a eu une petite altercation entre... C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Altercation entre FTR et Jurassic Express, donc leur rivalité continue aussi. Le truc, c'est que là, je pense qu'il y a encore du potentiel dans cette rivalité-là, donc c'est chouette. Ça fait pas des mois que ça dure, quoi. Jungle Boy, donc le représentant de Jurassic Express qui est devant, à gauche. Vous voyez Marco Stunt au premier plan, Luchasaurus à gauche et Jungle Boy au milieu, contre FTR, les deux membres de FTR à droite, et Tully Blanchard, le manager de FTR derrière. Jungle Boy a dit à Dax Harwood, donc là vous voyez, qu'il pourrait battre n'importe lequel des deux FTR sans aucun problème. D'ailleurs, il le prouve la semaine prochaine s'ils le veulent. Dax Harwood dit mais moi je te pète la gueule comme je veux, j'ai pas besoin de mes partenaires autour du ring. Et Luchasaurus intervient pour dire ah ouais d'accord, bon bah vous serez pas autour du ring, nous on sera autour du ring pour s'assurer que vous interviendrez pas dans le match. J'ai bien aimé, j'aime bien cette histoire, donc pourvu que ça dure, comme on disait dans les années 90. Ensuite, quand tu veux, on a eu un match entre Jon Moxley et un monsieur que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam qui s'appelle Nick Komoroto. L'histoire, c'était globalement que Komoroto était plus fort que Jon Moxley, mais à la fin, Jon Moxley arrive à le battre avec plus d'agressivité, plus de technique. Il finit par l'étrangler, et du coup, tu peux être fort comme tu veux. Si t'as pas d'air, tu ne catches plus. Voilà. Et surtout, Jon Moxley, après, donc le match en lui-même était très anecdotique. Après, Jon Moxley a fait une promo vraiment très bonne, comme il en a l'habitude, où il a dit qu'il était un peu perdu en ce moment avec ce qui se passe, entre la Super Elite, le Bullet Club, qui fait partie de quoi, qui est en équipe avec qui, mais il est content, Kenny Omega peut ramener un maximum de monde, il peut ramener tous les gars d'Impact qu'il veut, ça ne changera rien, au contraire, ça le fera kiffer, parce que ça veut dire plus de gens à tabasser, plus de gens à cogner, ce qui est très très chouette, et il l'a pas dit comme ça, moi je dis très très chouette, pas Jon Moxley, et il faut que les nouveaux venus sachent un truc, c'est que toutes les rues passent par lui, passent par Jon Moxley. C'était très très cool. C'était très très cool. J'ai mis un C+ au match seulement parce que finalement assez anecdotique. Donc C+ à Moxley et à Komoroto. Comment Komoroto? Nick Komoroto. Et j'ai mis un B+ au segment de Moxley, à la promo de Moxley après coup. On enchaîne, je suis désolé, je vais vite, mais normalement c'est censé durer 1 heure ces trucs-là, et ça fait longtemps que ça dure 1h30. Ce serait bien que j'arrive à me canaliser un peu. Au moins que les récaps durent 1 heure, mais là j'en suis à 58 minutes, donc ça va être difficile, mais bon, on va quand même accélérer. Ensuite, après cette promo de Moxley, nous avons eu une promo très rapide de Eddie Kingston, entouré de The Butcher, The Blade et The Bunny, disant qu'il allait battre Lance Archer la semaine prochaine. Là-dessus, Lance Archer arrive et dit « Ah ouais, tu vas me battre !» Et voilà, globalement, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, Kenny Omega a retrouvé Don Callis dans les vestiaires. Il a vu évidemment qu'il avait un œil au beurre noir. Il lui a demandé ce qui c'était. Don Callis fait « Non mais écoute, vraiment faut pas que tu t'inquiètes pour moi. L'important c'est toi. Focalise-toi sur ta carrière. En plus, je suis vraiment sûr que Nick et Matt Jackson... Oh, merde. Quel enfoiré, quoi. Il fait style, ça lui a échappé. Mais quel immonde trou du cul. Voilà, donc Don Callis cafte à Omega que ce sont les Young Bucks qui l'ont agressé. Ensuite, alors bon, ça va aller très très vite, c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas dans AEW, c'est des matchs où il y a très peu de psychologie, c'est-à-dire, allez-y, vous avez pas d'histoire, allez-y, faites vos trucs. Matt Sydal et Top Flight à gauche, ils ont rien, quoi, ils ont aucune cohésion d'équipe. C'était vraiment juste un match avec plein de gars agiles qui font des trucs agiles, mais comme t'es pas très engagé dans l'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire, bah ça sautille dans le vide, quoi, finalement. La seule histoire, c'est que Matt Hardy, qui est devenu très méchant tout d'un coup, il y a quelques semaines, a réussi à corrompre Private Party, donc Isaiah Cassidy et Mark Quinn que vous voyez derrière Matt Hardy à droite. Il a réussi à les corrompre, à les amener du côté obscur.
et Cassidy a mis un coup de chaise à l'un des deux top flight pendant le match dans le dos de l'arbitre, ce qui a suffi pour qu'il vole la victoire. J'en ai pas grand chose à faire. J'ai beaucoup de mal à m'investir dans les matchs où il n'y a pas où j'ai pas des interactions claires et un peu intéressantes entre les personnages. Donc ce match-là, je lui ai mis un C+ quand même parce que ils sont impressionnants à regarder. Le truc c'est qu'ils sont tous impressionnants à regarder, donc il faut, pour moi, pour que ce soit intéressant, il faut plus que ça. Et Matt Sydal qui doit pas être bien loin. Ah, je ne sais pas où est Matt Sydal. Quel dommage. Il est là. Ensuite, nous avons eu une MJF qui continue son travail de sabotage de l'Inner Circle, qui va voir tous les membres de l'Inner Circle sauf Chris Jericho, pour leur dire, écoutez les gars, je pense que c'est une mauvaise idée ce match. Si ça tenait qu'à moi, il n'aurait pas lieu. Mais Chris Jericho est le leader de l'Inner Circle, donc il faut qu'on fasse ce qu'il dit. Mais sachez que je ne vous en veux pas. Je vous aime tous, vous êtes ma famille. Même toi, Sammy Guevara, parce qu'il a plus de problèmes avec Sammy Guevara. Sammy Guevara se méfie de lui depuis le début. Et enfin voilà, il cultive ce clivage entre l'Inner Circle et Chris Jericho. Quand Sammy Guevara lui dit qu'il n'est pas prêt à lui pardonner, il lui dit c'est pas grave. Genre très compréhensif, vraiment très compréhensif. MJF est une vipère. Ensuite, vous avez dit la semaine dernière que le match féminin, il serait juste avant le main event, parce que c'est là qu'il est tout le temps. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de faire le match qu'ils avaient annoncé entre Layla Hirsch, que vous voyez là, et Nyla Rose, bah, ils ont fait le match entre Layla Hirsch et Penelope Ford, parce que, d'une part, il n'y a aucune histoire dans la division féminine, donc ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais en plus, ils avaient besoin de faire un segment avec Miro et avec Chuck Taylor. Donc, maintenant, voilà, les femmes de AEW ne servent plus qu'à faire patienter avant que la storyline masculine puisse avancer un peu. Ça a été d'autant plus dommage que Layla Hirsch est vraiment très impressionnante. C'est le genre de catcheuse que j'adorerais voir à NXT. Parce que je sais que je la verrai catcher beaucoup plus régulièrement qu'à AEW. Là, ça fait 7 semaines qu'on l'avait plus vu. Donc voilà, le match était vraiment très bien. Penelope Ford n'était pas au mieux de sa Ford. Penelope Ford n'était pas à son plein. Elle n'était pas complètement dedans, j'ai eu l'impression. Elle a botché plusieurs trucs. Il y avait eu des problèmes de communication. Layla Hirsch, par contre, elle est très impressionnante. Je regrette qu'il n'y ait pas une plateforme un peu plus exposée pour le catch féminin à AEW. Je vais noter ce segment-là et on parlera de la suite après. J'ai mis quoi? J'ai mis C+ à ce match-là, ouais. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que Layla Hirsch n'est pas du tout au niveau d'un C+. Mais ça va tellement nulle part, ça sert tellement à rien que bon bah voilà, pas le choix. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ouais. Je les range par storyline pour éviter que ce soit trop perdu, mais comme les femmes n'ont pas de storyline, c'est plus compliqué. Penelope Ford et Layla Hirsch, donc c'était son premier match de l'année, donc elle est là. Et avec Kip Sabian, donc son fiancé, Miro et Chuck Taylor. Parce que donc tout ce match-là n'a servi qu'à un seul truc, c'était mettre en avant le segment suivant. Globalement, voilà, Chuck Taylor que vous voyez là est devenu le butler, donc on va dire le majordome de Miro à gauche, jusqu'au mariage du meilleur ami de Miro, Kip Sabian, avec Penelope Ford. Voilà, qui aura lieu dans 2 semaines, sauf erreur de ma part. Et étant son majordome, Chuck Taylor est obligé de faire tout ce que lui dit Miro.
Et en l'occurrence, Miro lui a demandé de regarder Orange Cassidy, un de ses meilleurs amis, dans les yeux pendant que Cassidy était dans le public, et de lui dire que Miro était son meilleur ami désormais. Je vois pas pourquoi ça aurait le moindre poids, étant donné que Orange Cassidy, je pense qu'il a la matière grise pour se dire que Chuck Taylor le pense pas. On lui demande de dire quelque chose, il n'a pas le choix, il le dit. C'était très maladroit, c'est tombé un peu à plat, et franchement, étant donné que Chuck Taylor est relatif... Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très drôle, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel comique, et Miro aussi, on l'a vu à la WWE quand il était Rousseff. Ce sont des gens qui ont un gros potentiel comique, et là, ça fonctionne pas, c'est mal agencé, c'est mal écrit, donc c'est un peu dommage. Et surtout, le match Layla Hirsch contre Penelope Ford a vraiment juste servi à ce que Kip Sabian fasse en sorte que Penelope vole la victoire, c'est-à-dire que il a maintenu les jambes de Layla Hirsch au sol pendant que Penelope Ford faisait le tomber, alors que Layla Hirsch a dominé pendant tout le match. Et voilà. Et le premier truc que Miro a dit en arrivant sur le ring, c'est dégage à Layla Hirsch. Donc c'est un peu... C'est un peu dommage, quoi, c'est un peu dommage. Et ce segment-là, je vais mis un C-, c'est ça? Ouais. Et ils sont tous au-dessus de ça. Ils sont tous au-dessus de ça. Et ça me fait dire que... Ça me fait dire que c'est triste, mais Rousseff était mieux exploité à la WWE. C'est un peu difficile à croire, mais c'est le cas. Donc j'ai mis un C- à Miro et à Chuck Taylor, et Kip Sabian, Penelope Ford et Orange Cassidy qui étaient là mais qui n'ont pas fait grand chose. Je vais me leur mettre 10 points ici. Voilà. Et enfin on a eu le main event, sauf erreur de ma part. Ah non, d'abord on a eu un petit segment très rapide où Kenny Omega et les Good Brothers ont agressé Penta. J'imagine que c'est pour justifier une absence de Penta dans 2 semaines lors du match Kenny Omega, les Good Brothers contre Pac, Rey Fenix et Jon Moxley du coup qui remplace Penta. Normalement le Death Triangle c'est Pac, Rey Fenix et Penta. Enfin voilà. Bon, ça sortait un peu de nulle part, mais bon, s'il faut justifier une blessure, c'est bien qu'il le fasse, quoi. C'est bien qu'il fasse un segment pour dire s'il est blessé, c'est parce qu'il a été agressé par les méchants. Plutôt que... bon ben, il est blessé, on le remplace. Voilà. Et maintenant... avant, avant le main event, ils ont annoncé un tournoi féminin. La division féminine de AEW va avoir quelque chose à faire. Un tournoi féminin pour couronner la nouvelle aspirante numéro 1 au titre féminin de AEW. Si je voulais être chiant, je dirais qu'ils ont un power ranking qui sert à ça, qui sert à définir une aspirante numéro 1 au titre. Mais bon, on va avoir un tournoi, les femmes à AEW vont avoir quelque chose à faire, je peux difficilement me plaindre. Il y a un drapeau américain et un drapeau japonais derrière. C'est assez connu que le meilleur catch féminin c'est au Japon, notamment à Stardom, la fédération 100% féminine japonaise. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je nourris des espoirs très prudents vis-à-vis de ça, parce que ça fait plusieurs fois que je me dis yes, enfin les femmes ont trouvé leur place à AEW. Donc voilà, je suis optimiste, mais optimiste prudent. Enfin, nous avons le main event qui a été vraiment excellent. En fait, il était excellent parce qu'il y a plusieurs relations interpersonnelles à l'œuvre. Il y a MJF qui refuse d'affronter Sammy Guevara parce qu'il a peur de détériorer leur relation. Il y a Sammy Guevara qui en met plein la gueule à Chris Jericho parce qu'il lui en veut, parce que Chris Jericho, à la base, son partenaire par équipe dans l'Inner Circle, c'était Sammy Guevara. Donc du coup, Sammy Guevara, il a un peu une vengeance à prendre. Mais tout ça, c'est quand même dans le respect parce qu'ils se respectent les deux. Mais Sammy Guevara est énervé. Santana et Ortiz ont été les seuls à fonctionner vraiment par équipe parce que c'est une équipe. C'est les seuls à pas être juste 2 individus. C'est vraiment des catcheurs qui fonctionnent par équipe. Du coup, ils avaient une très bonne alchimie. Ils faisaient des prises par équipe. Ils travaillaient en équipe. À plusieurs moments, il y a Chris Jericho et MJF qui ont essayé de tricher. Chris Jericho, il a pris sa batte de baseball et il a été surpris par Jake Hager qui lui a mis un gros coup de pied dans la gueule histoire de dire non, tu triches pas.
MJF a pris sa bague, son Dynamite Diamond Ring, et a essayé de mettre un coup de poing à quelqu'un. Jake Hager l'a surpris et l'a mis au tapis. C'est rigolo de voir que MJF et Chris Jericho sont un peu le même personnage. Je trouve ça vraiment très très chouette. Et le match s'est terminé, on va aller directement à la conclusion. Le match s'est terminé quand quand MJF a fait le tomber sur Sammy Guevara après une distraction de Wardlow en lui tenant le slip, on va appeler ça comme ça. MJF continue de semer la discorde dans l'Inner Circle et je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait autant de relations interpersonnelles au sein de l'Inner Circle. C'est vraiment très très cool, j'adore. J'espère que quand l'Inner Circle aura éclaté, parce que ça va finir par arriver, que Sammy Guevara et Jake Hager puissent continuer à être une équipe, ce serait chouette, j'aimerais bien. J'ai mis un B+, à ce match. Je l'ai trouvé vraiment très très cool. Donc on va noter le match très très vite et puis on va répondre à vos questions après. Je fais vite parce que j'ai un rendez-vous après pour être tout à fait transparent. Wardlow était là, mais en tant que manager. Pouf pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, 6. Ils sont 6. On est bien. J'ai mis 3 points à Hangman Page. Parce que c'est de loin celui avec lequel je ressens le plus de connexion émotionnelle. C'est dans son histoire que j'ai le plus... Oh là 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 là. Eh, c'est compliqué le français, hein. Le FGHIJ. C'est son histoire qui m'implique le plus émotionnellement. Voilà, j'ai réussi. J'ai mis 2 à Leyla Hirsch, qui brillerait ailleurs, mais qui brille une fois tous les 2 mois ici. Et j'ai mis 1 point à MJF, qui est une ordure. Et Enfin, il est très très bon, MJF. Il est vraiment... il est un des catcheurs que j'ai le plus aimé découvrir à AEW. On va passer à vos questions. À partir de là, je n'accepte plus de questions. Donc, ne mettez plus vos messages en avant. Si vous mettez vos messages en avant, je les lirai lors du prochain live après-demain, où on parlera de NXT UK, de 205 Live et de SmackDown, évidemment. On va commencer avec... je vais grossir la police, parce que je vois rien de là où je suis. Voilà. Première question de Cleverfilth. Est-ce que ce qui se passe en ce moment à AEW va te pousser à regarder aussi Impact Wrestling, où tu vas garder la règle de pas de catch indépendant, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre d'ailleurs, car ça permet de comprendre des choses sur les histoires actuelles. Je vais te l'expliquer extrêmement vite. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. C'est-à-dire que le temps que je mets à faire ces lives, c'est déjà du temps que je prends faut pas oublier que mon métier, moi, c'est de faire des vidéos sur Link the Sun. Pas sur Link the Sun, moi, sur la chaîne Link the Sun. Donc, si je regarde Impact en plus et que je vous parle d'Impact en plus, va falloir aussi que je parle de New Japan, parce que ça va finir par rentrer dans le moule aussi. J'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Nobio Game, tu me diras, je regarde tout la WWE, mais c'est parce que la WWE, tout est lié, et qu'en plus, soit c'est le plus important, soit c'est ce que je préfère. Donc, je regarde tout à la WWE parce que j'aime bien. Nobio Games me demande, en vrai, j'aime bien la mentalité de AEW parce que la WWE n'en a rien à foutre de la vie privée de leurs superstars. Tout ce qu'on sait, c'est que Ric Flair a une fille et Ray a des enfants, mais il faut que ça rentre dans le scénario à tout prix, alors que Cody laisse beaucoup de place à la vie de ses catcheurs. Je suis pas d'accord, et je suis vraiment pas d'accord, parce qu'au contraire, j'ai l'impression qu'un problème de la WWE, c'est qu'ils ont tendance à trop mettre en avant le fait que un tel soit père de famille, une telle soit mère de famille. Je veux dire, John Cena a demandé Nikki Bella en mariage à WrestleMania. Becky Lynch a annoncé qu'elle était enceinte sur le ring. Seth Rollins et Becky Lynch ont eu un moment où ils catchaient ensemble parce qu'ils étaient en couple. Kevin Owens, il a des enfants et je le sais, alors qu'ils n'ont jamais été sur le ring. Je sais que Shane McMahon a des enfants aussi parce qu'il a fait son entrée à WrestleMania avec. Non, je trouve que au contraire, c'est très facile de se renseigner à ce niveau-là. Je sais que Lacey Evans, elle a une fille parce qu'elle a fait aussi une rivalité, elle a participé aussi à une rivalité avec Sasha Banks et Bayley. Non, tu vois, je suis vraiment pas d'accord pour le coup.
Vraiment pas d'accord. Et enfin, concernant le Dynamite, Lip Lord me dit: tu ne penses pas que le retour de Trent pour sauver la princesse Chuck Taylor de Bowser, Miro ne serait pas un bon projet? Trent est un bon face, je trouve. Trent est un bon face, c'est un très bon catcheur de AEW. Si, ça peut être un scénario sympa, mais techniquement, Chuck Taylor s'est engagé à un match où il serait le majordome de Miro s'il perdait. Il l'a perdu. Donc, ce serait pas juste que Trent l'en sorte avant la fin de ce contrat-là. Mais bon. Ce qui serait bien, ce serait que Miro dise tu sais quoi, j'ai pris l'habitude de ça et maintenant t'es mon majordome à vie. Et là, voilà, là Trent intervient. Mais j'aime beaucoup Trent. J'aime beaucoup Trent. Ensuite, concernant le catch en général, El Idolo Gomez qui ne pose qu'une seule question. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non, je pense que ça fait plusieurs fois que j'ai dit que c'est toujours les mêmes qui posent des questions. Il s'est senti visé, il avait raison, et du coup, c'est gentil. Merci pour ta retenue. Elidolo Gomez me demande: bonjour, je n'ai pas le temps de rester bien longtemps. Non, voilà, j'ai l'explication. Alors, je ne poserai qu'une seule petite question. Quel est ton theme song musique d'entrée préféré parmi les catcheurs actuels? Ah, mais c'est des questions pour lesquelles il faut le temps de la réflexion. Ma chanson préférée, ma musique d'entrée préférée. Là, celle qui me vient, c'est Jon Moxley, mais c'est parce que je l'ai entendu là, il y a moins de 12 heures, et du coup, je l'ai dans la tête. Celle que je préfère. Je peux pas te donner de réponse. Je vais dire Jon Moxley, mais c'est probablement une mauvaise réponse. Je sais pas. Il y a rien qui me... J'ai pas de fulgurance, on va dire. Et enfin, dernière question concernant l'autre sujet que le catch. De Sir is back first. Question concernant le tableau. Ah, parlons-en du tableau. Puisque les lettres données aux segments deviennent des chiffres pour la pratique, pourquoi ne pas noter directement les segments sur 20? Parce que sur 20, j'ai pas d'échelle, si tu veux. C'est-à-dire que mettre des lettres, ça me permet de... d'ailleurs, vous voyez bien sur le tableau, mettre des lettres me permet d'avoir des tirs, quoi, des tirs de notes. C'est-à-dire que je note pas vraiment de S à F, j'estime si c'est excellent, bon, correct, mauvais, embarrassant ou... dommageable. Dommageable ou embarrassant. Et ensuite, je module avec les plus et les moins. Que si je commence à mettre des 12... Pardon, je suis pas sur le bon truc. 12, qu'est-ce que ça veut dire 12, quoi? Parce que quand j'étais en prépa, 12, c'était une excellente note. Quand je faisais de l'EPS, 12, c'était une bonne note. Quand je faisais des maths, 12, c'était se planter. Quand je faisais l'histoire géo, 12, c'était moyen. Alors que là, c'est moyen. C'est pour ça. Maintenant, si tu veux des chiffres, bah, t'as des chiffres. Ça correspond à 11. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Vous êtes 113, c'est chouette. Vous êtes un petit peu moins nombreux le jeudi, mais je pense que c'est normal. D'une part, NXT et Dynamite attirent moins, et d'autre part, le jeudi, les gens sont occupés, hein, tout simplement. Mais quand même, vous êtes relativement nombreux. J'ai eu plein d'abonnés. J'en ai eu d'autres. Je les ai pas vus. J'ai pas pensé à vous remercier. Il y a Sardino4 qui a pris un abonnement. Et le Bobby a offert un abonnement à quelqu'un. Donc ça, c'est très très chouette. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous samedi pour parler de NXT UK. Ou qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'arrête de faire ça parce que je prépare jamais... Il y a moyen de savoir ce qui va se passer, mais je pense jamais à vérifier ce qui va se passer avant de vous en parler. Donc voilà, il va 205 Live. Là, j'aurais pu vous dire ce qui allait se passer, mais ça a été annulé du coup. Il aurait dû y avoir le match Ashanti Adonis et Desmond Troy contre Ariya Daivari et Tony Nese, mais du coup, ce match n'aura pas lieu. Tant pis. Et SmackDown, où j'imagine que Roman Reigns va vouloir s'expliquer avec Adam Pearce, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Merci à tous pour votre attention.
À bientôt sur Linksoft ou sur Twitch ou sur Link the Sun. Je suis en train de finir la parenthèse sur laquelle je suis en train de travailler. Et passez une très bonne fin de journée. Et à la prochaine tout le monde. Bisous!